Étienne, dégrisé par les gifles de Catherine, était resté à la tête des camarades. Mais, pendant qu'il les jetait sur Montsou, d'une voix enrouée, il entendait une autre voix en lui, une voix de raison qui s'étonnait, qui demandait pourquoi tout cela. Il n'avait rien voulu de ces choses, comment pouvait-il se faire que, parti pour Jean Bart dans le but d'agir froidement et d'empêcher un désastre, il acheva la journée, de violence en violence, par assiéger l'hôtel du directeur? C'était bien lui cependant qui venait de crier « Halte !» Seulement, il n'avait d'abord eu que l'idée de protéger les chantiers de la compagnie, où l'on parlait d'aller tout saccager. Et, maintenant que des pierres éraflaient déjà la façade de l'hôtel, il cherchait, sans la trouver, sur quelle proie légitime il devait lancer la bande, afin d'éviter de plus grands malheurs. Comme il demeurait seul ainsi, impuissant au milieu de la route, quelqu'un l'appela, un homme debout sur le seuil de l'estaminet Tison, dont la cabaretière s'était hâtée de mettre les volets, en ne laissant libre que la porte. « Oui, c'est moi. » « Écoute donc. » C'était Rasseneur. Une trentaine d'hommes et de femmes, presque tous du coron des 240, restés chez eux le matin et venus le soir aux nouvelles, avaient envahi cet estaminet, à l'approche des grévistes. Zacharie occupait une table avec sa femme Philomène. Plus loin, Pierron et la Pierronne, tournant le dos, se cachaient le visage. D'ailleurs, personne ne buvait, on s'était abrité, simplement. Étienne reconnut Rasseneur, et il s'écartait, lorsque celui-ci ajouta « Ma vue te gêne, n'est-ce pas? Je t'avais prévenu, les embêtements commencent. Maintenant, vous pouvez réclamer du pain, c'est du plomb qu'on vous donnera. » Alors, il revint, il répondit « Ce qui me gêne, ce sont les lâches qui, les bras croisés, nous regardent risquer notre peau. »« Ton idée est donc de piller en face ?» demanda Rasseneur. « Mon idée est de rester jusqu'au bout avec les amis, quitte à crever tous ensemble. » Désespéré, Étienne rentra dans la foule, prêt à mourir. Sur la route, 3 enfants lançaient des pierres, et il leur allongea un grand coup de pied, en criant, pour arrêter les camarades, que ça n'avançait à rien de casser des vitres. Bébert et Lydie, qui venaient de rejoindre Jeanlin, apprenaient de ce dernier à manier sa fronde. Ils lançaient chacun un caillou, jouant à qui ferait le plus gros dégât. Lydie, par un coup de maladresse, avait fêlé la tête d'une femme, dans la cohue, et les 2 garçons se tenaient les côtes. Derrière eux, Bonnemort et Mouque, assis sur un banc, les regardaient. Les jambes enflées de Bonnemort le portaient si mal, qu'il avait eu grand-peine à se traîner jusque-là, sans qu'on sût quelle curiosité le poussait, car il avait son visage terreux des jours où l'on ne pouvait lui tirer une parole. Personne, du reste, n'obéissait plus à Étienne. Les pierres, malgré ses ordres, continuaient à grêler, et il s'étonnait, il s'effarait devant ces brutes démuselées par lui, si lentes à s'émouvoir, terrible ensuite, d'une ténacité féroce dans la colère. Tout le vieux s'enflammant était là, lourd et placide, mettant des mois à s'échauffer, se jetant aux sauvageries abominables, sans rien entendre, jusqu'à ce que la bête fût saoule d'atrocité. Dans son midi, les foules flambaient plus vite, seulement elles faisaient moins de besogne. Il dut se battre avec Levaque pour lui arracher sa hache, il en était à ne savoir comment contenir les Maheu, qui lançaient les cailloux des 2 mains. Et les femmes surtout l'effrayaient, la Levaque, la Mouquette et les autres, agitées d'une fureur meurtrière, les dents et les ongles dehors, aboyantes comme des chiennes, sous les excitations de la brûlée, qui les dominait de sa taille maigre. Mais il y eut un brusque arrêt, la surprise d'une minute déterminait un peu du calme que les supplications d'Étienne ne pouvaient obtenir. C'étaient simplement les Grégoire qui se décidaient à prendre congé du notaire, pour se rendre en face, chez le directeur, et ils semblaient si paisibles, ils avaient si bien l'air de croire à une pure plaisanterie de la part de leurs braves mineurs, dont la résignation les nourrissait depuis un siècle, que ceux-ci, étonnés, avaient en effet cessé de jeter des pierres, de peur d'atteindre ce vieux monsieur et cette vieille dame, tombés du ciel. Ils les laissèrent entrer dans le jardin, monter le perron, sonner à la porte barricadée, qu'on ne se pressait pas de leur ouvrir. Justement, la femme de chambre, Rose, rentrait de sa sortie, en riant aux ouvriers furieux, qu'elle connaissait tous, car elle était de Montsou. Et ce fut elle qui, à coups de poing dans la porte, finit par forcer Hippolyte à l'entrebâiller. Il était temps, les Grégoire disparaissaient, lorsque la grêle des pierres recommença. Revenu de son étonnement, la foule clamait plus fort, à mort les bourgeois. Vive la sociale! Rose continuait à rire, dans le vestibule de l'hôtel, comme égayée de l'aventure, répétant aux domestiques terrifiés, « Ils ne sont pas méchants, je les connais. » Monsieur Grégoire accrocha méthodiquement son chapeau. Puis, lorsqu'il eut aidé Madame Grégoire à retirer sa mante de gros drap, il dit à son tour, sans doute, ils n'ont pas de malice au fond. Lorsqu'ils auront bien crié,
ils iront souper avec plus d'appétit. À ce moment, Monsieur Hennebeau descendait du second étage. Il avait vu la scène, et il venait recevoir ses invités, de son air habituel, froid et poli. Seule, la pâleur de son visage disait les larmes qu'il avait secouées. L'homme était dompté, il ne restait en lui que l'administrateur correct, résolu à remplir son devoir. Vous savez, dit-il, que ces dames ne sont pas rentrées encore. Pour la première fois, une inquiétude émotionnelle et Grégoire. Cécile pas rentrée. Comment rentrerait-elle, si la plaisanterie de ces mineurs se prolongeait? J'ai songé à faire dégager la maison, ajouta Monsieur Hennebeau. Le malheur est que je suis seul ici, et que je ne sais d'ailleurs où envoyer mon domestique, pour me ramener 4 hommes et un caporal, qui me nettoieraient cette canaille. Rose, demeurez là, osa murmurer de nouveau, oh. Monsieur, ils ne sont pas méchants. Le directeur hocha la tête, pendant que le tumulte croissait au dehors et qu'on entendait le sourd écrasement des pierres contre la façade. Je ne leur en veux pas, je les excuse même, il faut être bête comme eux pour croire que nous nous acharnons à leur malheur. Seulement, je réponds de la tranquillité. Dire qu'il y a des gendarmes par les routes, à ce qu'on m'affirme, et que, depuis ce matin, je n'ai pu en avoir un seul. Il s'interrompit, il s'effaça devant Madame Grégoire, en disant, je vous en prie, Madame, ne restez pas là, entrez dans le salon. Mais la cuisinière, qui montait du sous-sol, exaspérée, les retint dans le vestibule quelques minutes encore. Elle déclara qu'elle n'acceptait plus la responsabilité du dîner, car elle attendait, de chez le pâtissier de Marchienne, des croûtes de vol au vent, qu'elle avait demandées pour 4 heures. Évidemment, le pâtissier s'était égaré en chemin, pris de la peur de ces bandits. Peut-être même avait-on pillé ses mannes. Elle voyait les vol au vent bloqués derrière un buisson, assiégés, gonflant les ventres des 3000 misérables qui demandaient du pain. En tout cas, monsieur était prévenu, elle préférait flanquer son dîner au feu, si elle le ratait, à cause de la Révolution. Un peu de patience, dit Monsieur Hennebeau. Rien n'est perdu, le pâtissier peut venir. Et, comme il se retournait vers Madame Grégoire, en ouvrant lui-même la porte du salon, il fut très surpris d'apercevoir, assis sur la banquette du vestibule, un homme qu'il n'avait pas distingué jusque-là, dans l'ombre croissante. Tiens! C'est vous, Maigrat, qu'y a-t-il donc? Maigrat s'était levé, et son visage apparut. Gras et blême, décomposé par l'épouvante. Il n'avait plus sa carrure de gros homme calme, il expliqua humblement qu'il s'était glissé chez monsieur le directeur, pour réclamer des protections, si les brigands s'attaquaient à son magasin. Vous voyez que je suis menacé moi-même et que je n'ai personne, répondit Monsieur Hennebeau. Vous auriez mieux fait de rester chez vous, à garder vos marchandises. Oh! J'ai mis les barres de fer, puis j'ai laissé ma femme. Le directeur s'impatienta, sans cacher son mépris. Une belle garde, que cette créature chétive, maigrie de coups. Enfin, je n'y peux rien, tâchez de vous défendre. Et je vous conseille de rentrer tout de suite, car les voilà qui demandent encore du pain. Écoutez. En effet, le tumulte reprenait, et Maigrat crut entendre son nom, au milieu des cris. Rentrer, ce n'était plus possible, on l'aurait écharpé. D'autre part, l'idée de sa ruine le bouleversait. Il colla son visage au panneau vitré de la porte, suant, tremblant, guettant le désastre, tandis que les Grégoire se décidaient à passer dans le salon. Tranquillement, Monsieur Hennebeau affectait de faire les honneurs de chez lui. Mais il priait en vain ses invités de s'asseoir, la pièce close, barricadée, éclairée de 2 lampes avant la tombée du jour, s'emplissait d'effroi, à chaque nouvelle clameur du dehors. Dans l'étouffement des tentures, la colère de la foule ronflait, plus inquiétante, d'une menace vague et terrible. On causa pourtant, sans cesse ramené à cette inconcevable révolte. Lui, s'étonnait de n'avoir rien prévu, et sa police était si mal faite, qu'il s'emportait surtout contre Rasseneur, dont il disait reconnaître l'influence détestable. Du reste, les gendarmes allaient venir, il était impossible qu'on l'abandonnât de la sorte. Quant aux Grégoire, ils ne pensaient qu'à leur fille, la pauvre chérie qui s'effrayait si vite. Peut-être, devant le péril, la voiture était-elle retournée à Marchienne. Pendant un quart d'heure encore, l'attente dura, énervée par le vacarme de la route, par le bruit des pierres tapant de temps à autre dans les volets fermés, qui sonnaient ainsi que des tambours. Cette situation n'était plus tolérable, Monsieur Hennebeau parlait de sortir, de chasser à lui seul les braillards et d'aller au-devant de la voiture, lorsqu'Hippolyte parut en criant « Monsieur ! Monsieur ! Voici madame, on tue madame !» La voiture n'ayant pu dépasser la ruelle de Réquillart, au milieu des groupes menaçants, Négrel avait suivi son idée,
faire à pied les 100 mètres qui les séparaient de l'hôtel, puis frapper à la petite porte donnant sur le jardin, près des communs, le jardinier les entendrait. Il y aurait bien toujours là quelqu'un pour ouvrir. Et, d'abord, les choses avaient marché parfaitement, déjà Madame Hennebeau et ses demoiselles frappaient, lorsque des femmes, prévenues, se jetèrent dans la ruelle. Alors, tout se gâta. On n'ouvrait pas la porte, Négrel avait tâché vainement de l'enfoncer à coups d'épaule. Le flot des femmes croissait, il craignit d'être débordé, il prit le parti désespéré de pousser devant lui sa tante et les jeunes filles, pour gagner le perron, au travers des assiégeants. Mais cette manœuvre amena une bousculade, on ne les lâchait pas, une bande hurlante les traquait, tandis que la foule refluait de droite et de gauche, sans comprendre encore, étonnée seulement de ces dames en toilette, perdues dans la bataille. À cette minute, la confusion devint telle, qu'il se produisit un de ces faits d'affolement qui restent inexplicables. Lucie et Jeanne, arrivées au perron, s'étaient glissées par la porte que la femme de chambre entrebâillait, Madame Hennebeau avait réussi à les suivre, et, derrière elle, Négrel entra enfin, remit les verrous, persuadé qu'il avait vu Cécile passer la première. Elle n'était plus là, disparue en route, emportée par une telle peur, qu'elle avait tourné le dos à la maison, et s'était jetée d'elle-même en plein danger. Aussitôt, le cri s'éleva, « Vive la sociale ! À mort les bourgeois ! À mort !» Quelques-uns, de loin, sous la voilette qui lui cachait le visage, la prenaient pour Madame Hennebeau. D'autres nommaient une amie de la directrice, la jeune femme d'un usinier voisin, exécrée de ses ouvriers. Et, d'ailleurs, peu importait, c'était sa robe de soie, son manteau de fourrure, jusqu'à la plume blanche de son chapeau, qui exaspérait. Elle sentait le parfum, elle avait une montre, elle avait une peau fine de fainéante qui ne touchait pas au charbon. « Attends !» cria la brûlée, « on va t'en mettre au cul, de la dentelle. »« C'est à nous que ces salopes volent ça, » reprit la Levaque. « Elle se colle du poil sur la peau, lorsque nous crevons de froid. Foutez-moi là donc toute nue, pour lui apprendre à vivre. » Du coup, la mouquette s'élança. Oui, oui, faut la fouetter. Et les femmes, dans cette rivalité sauvage, s'étouffaient, allongeaient leurs guenilles, voulaient chacune un morceau de cette fille de riche. Sans doute qu'elle n'avait pas le derrière mieux fait qu'une autre. Plus d'une même était pourrie, sous ses fanfreluches. Voilà assez longtemps que l'injustice durait, on les forcerait bien toutes à s'habiller comme des ouvrières, ces catins qui osaient dépenser 50 sous pour le blanchissage d'un jupon. Au milieu de ces furies, Cécile grelottait, les jambes paralysées, bégayant à 20 reprises la même phrase, « Mesdames, je vous en prie, mesdames, ne me faites pas du mal. » Mais elle eut un cri rauque, des mains froides venaient de la prendre au cou. C'était le vieux Bonnemort, près duquel le flot l'avait poussé, et qui l'empoignait. Il semblait ivre de faim, hébété par sa longue misère, sorti brusquement de sa résignation d'un demi-siècle, sans qu'il fût possible de savoir sous quelle poussée de rancune. Après avoir, en sa vie, sauvé de la mort une douzaine de camarades, risquant ses os dans le grisou et dans les éboulements, il cédait à des choses qu'il n'aurait pu dire, à un besoin de faire ça, à la fascination de ce cou blanc de jeune fille. Et, comme ce jour-là il avait perdu sa langue, il serrait les doigts, de son air de vieille bête infirme, en train de ruminer des souvenirs. Non. Non. Hurlaient les femmes, le cul à l'air. Le cul à l'air. Dans l'hôtel, dès qu'on s'était aperçu de l'aventure, Négrel et Monsieur Hennebeau avaient rouvert la porte, bravement, pour courir au secours de Cécile. Mais la foule, maintenant, se jetait contre la grille du jardin, et il n'était plus facile de sortir. Une lutte s'engageait là, pendant que les Grégoire, épouvantés, apparaissaient sur le perron. « Laissez-la donc, vieux. C'est la demoiselle de la Piolaine !» cria la Maheude au grand-père, en reconnaissant Cécile, dont une femme avait déchiré la voilette. De son côté, Étienne, bouleversé de ses représailles contre une enfant, s'efforçait de faire lâcher prise à la bande. Il eut une inspiration, il brandit la hache qu'il avait arrachée des poings de Levaque. « Chez Maigrat, nom de Dieu. Il y a du pain, là-dedans. Foutons la baraque à Maigrat par terre. » Et, à la volée, il donna un premier coup de hache dans la porte de la boutique. Des camarades l'avaient suivi, Levaque, Maheu et quelques autres. Mais les femmes s'acharnaient. Cécile était retombée des doigts de Bonnemort dans les mains de la brûlée. À quatre pattes, Lydie et Bébert, conduits par Jeanlin, se glissaient entre les jupes, pour voir le derrière à la dame. Déjà, on la tiraillait, ses vêtements craquaient, lorsqu'un homme à cheval parut, poussant sa bête, cravachant ceux qui ne se rangeaient pas assez vite. « Ah! Canaille, vous en êtes à fouetter nos filles. » C'était Deneulin qui arrivait au rendez-vous,
pour le dîner. Vivement, il sauta sur la route, prit Cécile par la taille, et, de l'autre main, manœuvrant le cheval avec une adresse et une force extraordinaires, il s'en servait comme d'un coin vivant, fendait la foule, qui reculait devant les ruades. À la grille, la bataille continuait. Pourtant, il passa, écrasa des membres. Ce secours imprévu délivra Négrel et Monsieur Hennebeau, en grand danger, au milieu des jurons et des coups. Et, tandis que le jeune homme rentrait enfin avec Cécile évanouie, Deneulin, qui couvrait le directeur de son grand corps, en haut du perron, reçut une pierre, dont le choc faillit lui démonter l'épaule. « C'est ça, cria-t-il, cassez-moi les os, après avoir cassé mes machines. » Il repoussa promptement la porte. Une bordée de cailloux s'abattit dans le bois. « Quels enragés, reprit-il. 2 secondes de plus, et ils me crevaient le crâne comme une courge vide. On n'a rien à leur dire, que voulez-vous? Ils ne savent plus, il n'y a qu'à les assommer. » Dans le salon, les Grégoire pleuraient, en voyant Cécile revenir à elle. Elle n'avait aucun mal, pas même une égratignure, sa voilette seule était perdue. Mais leur effarement augmenta, lorsqu'ils reconnurent devant eux leur cuisinière, Mélanie, qui contait comment la bande avait démoli la Piolaine. Folle de peur, elle accourait avertir ses maîtres. Elle était entrée, elle aussi, par la porte entrebâillée, au moment de la bagarre, sans que personne la remarquât, et, dans son récit interminable, l'unique pierre de Jeanlin qui avait brisé une seule vitre devenait une canonnade en règle, dont les murs restaient fendus. Alors, les idées de M. Grégoire furent bouleversées, on égorgeait sa fille, on rasait sa maison, c'était donc vrai que ces mineurs pouvaient lui en vouloir, parce qu'ils vivaient en braves hommes de leur travail? La femme de chambre, qui avait apporté une serviette et de l'eau de Cologne, répéta, tout de même, c'est drôle, ils ne sont pas méchants. Madame Hennebeau, assise, très pâle, ne se remettait pas de la secousse de son émotion, et elle retrouva seulement un sourire, lorsqu'on félicita Négrel. Les parents de Cécile remerciaient surtout le jeune homme, c'était maintenant un mariage conclu. Monsieur Hennebeau regardait en silence, allait de sa femme à cet amant qu'il jurait de tuer le matin, puis à cette jeune fille qui l'en débarrasserait bientôt sans doute. Il n'avait aucune hâte, une seule peur lui restait, celle de voir sa femme tomber plus bas, à quelque laquais peut-être. « Et vous, mes petites chéries ?» demanda Deneulin à ses filles, « on ne vous a rien cassé ?» Lucie et Jeanne avaient eu bien peur, mais elles étaient contentes d'avoir vu ça. Elles riaient à présent. « Sapristi !» Continua le père, « voilà une bonne journée. Si vous voulez une dot, vous ferez bien de la gagner vous-même, et attendez-vous encore à être forcé de me nourrir. » Il plaisantait, la voix tremblante. Ses yeux se gonflèrent, quand ses 2 filles se jetèrent dans ses bras. Monsieur Hennebeau avait écouté cet aveu de ruine. Une pensée vive éclaira son visage. En effet, Vandame allait être à Montsou, c'était la compensation espérée, le coup de fortune qui le remettrait en faveur, près de ces messieurs de la régie. À chaque désastre de son existence, il se réfugiait dans la stricte exécution des ordres reçus, il faisait de la discipline militaire où il vivait, sa part réduite de bonheur. Mais on se calmait, le salon tombait à une pélasse, avec la lumière tranquille des 2 lampes et le tiède étouffement des portières. Que se passait-il donc, dehors? Les braillards se taisaient, des pierres ne battaient plus la façade, et l'on entendait seulement de grands coups sourds, ces coups de cognée qui sonnent au lointain des bois. On voulut savoir, on retourna dans le vestibule risquer un regard par le panneau vitré de la porte. Même ces dames et ces demoiselles montèrent se poster derrière les persiennes du 1er étage. Voyez-vous ce gredin de Rasseneur, en face, sur le seuil de ce cabaret, dit M. Hennebeau à Deneulin. Je l'avais flairé, il faut qu'il en soit. Pourtant, ce n'était pas Rasseneur, c'était Étienne qui enfonçait à coups de hache le magasin de Maigrat. Et il appelait toujours les camarades, est-ce que les marchandises, là-dedans, n'appartenaient pas aux charbonniers? Est-ce qu'ils n'avaient pas le droit de reprendre leurs biens à ce voleur qui les exploitait depuis si longtemps, qui les affamait sur un mot de la compagnie? Peu à peu, tous lâchaient l'hôtel du directeur, accouraient au pillage de la boutique voisine. Le cri « Du pain ! Du pain ! Du pain !» grondait de nouveau. On en trouverait, du pain, derrière cette porte. Une rage de faim les soulevait, comme si, brusquement, ils ne pouvaient attendre davantage, sans expirer sur cette route. De telles poussées se ruaient dans la porte, qu'Étienne craignait de blesser quelqu'un, à chaque volée de la hache. Cependant, Maigrat, qui avait quitté le vestibule de l'hôtel, s'était d'abord réfugié dans la cuisine, mais il n'y entendait rien, il y rêvait des attentats abominables contre sa boutique et il venait de remonter pour se cacher derrière la pompe, dehors, lorsqu'il distingua nettement les craquements de la porte,
les vociférations de pillage, où se mêlait son nom. Ce n'était donc pas un cauchemar, s'il ne voyait pas, il entendait maintenant, il suivait l'attaque, les oreilles bourdonnantes. Chaque coup de cognée lui entrait en plein cœur. Un gond avait dû sauter, encore 5 minutes, et la boutique était prise. Cela se peignait dans son crâne en images réelles, effrayantes, les brigands qui se ruaient, puis les tiroirs forcés, les sacs éventrés, tout mangé, tout bu, la maison elle-même emportée, plus rien, pas même un bâton pour aller mendier au travers des villages. Non, il ne leur permettrait pas d'achever sa ruine, il préférait y laisser la peau. Depuis qu'il était là, il apercevait à une fenêtre de sa maison, sur la façade en retour, la chétive silhouette de sa femme, pâle et brouillée derrière les vitres, sans doute elle regardait arriver les coups, de son air muet de pauvre être battu. Au-dessous, il y avait un hangar, placé de telle sorte, que, du jardin de l'hôtel, on pouvait y monter en grimpant au treillage du mur mitoyen, puis, de là, il était facile de ramper sur les tuiles, jusqu'à la fenêtre. Et l'idée de rentrer ainsi chez lui le torturait à présent, dans son remords d'en être sorti. Peut-être aurait-il le temps de barricader le magasin avec des meubles, même il inventait d'autres défenses héroïques, de l'huile bouillante, du pétrole enflammé, versé d'en haut. Mais cet amour de ses marchandises luttait contre sa peur, il râlait de lâcheté combattue. Tout d'un coup, il se décida, à un retentissement plus profond de la hache. L'avarice l'emportait, lui et sa femme couvriraient les sacs de leur corps, plutôt que d'abandonner un pain. Des huées, presque aussitôt, éclatèrent. Regardez. Regardez. Le matou est là-haut. Au chat. Au chat. La bande venait d'apercevoir Maigrat, sur la toiture du hangar. Dans sa fièvre, malgré sa lourdeur, il avait monté au treillage avec agilité, sans se soucier des bois qui cassaient, et, maintenant, il s'aplatissait le long des tuiles, il s'efforçait d'atteindre la fenêtre. Mais la pente se trouvait très raide, il était gêné par son ventre, ses ongles s'arrachaient. Pourtant, il se serait traîné jusqu'en haut, s'il ne s'était mis à trembler, dans la crainte de recevoir des pierres, car la foule, qu'il ne voyait plus, continuait à crier, sous lui, au chat. Au chat. Faut le démolir. Et, brusquement, ses deux mains lâchèrent à la fois, il roula comme une boule, sursauta à la gouttière, tomba en travers du mur mitoyen, si malheureusement, qu'il rebondit du côté de la route, où il s'ouvrit le crâne, à l'angle d'une borne. La cervelle avait jailli. Il était mort. Sa femme, en haut, pâle et brouillée derrière les vitres, regardait toujours. D'abord, ce fut une stupeur. Étienne s'était arrêté, la hache glissée des poings. Maheu, Levaque, tous les autres, oubliaient la boutique, les yeux tournés vers le mur, où coulait lentement un mince filet rouge. Et les cris avaient cessé, un silence s'élargissait dans l'ombre croissante. Tout de suite, les huées recommencèrent. C'étaient les femmes qui se précipitaient, prises de l'ivresse du sang. Il y a donc un bon Dieu. Ah. Cochon, c'est fini. Elle entourait le cadavre encore chaud, elle l'insultait avec des rires, traitant de sale gueule sa tête fracassée, hurlant à la face de la mort la longue rancune de leur vie sans pain. Je te devais 60 francs, te voilà payé, voleur, dit la Maheude, enragée parmi les autres. Tu ne me refuseras plus crédit. Attends. Attends. Il faut que je t'engraisse encore. De ses 10 doigts, elle grattait la terre, elle en prit 2 poignées, dont elle lui emplit la bouche, violemment. Tiens. Mange donc. Tiens. Mange, mange, toi qui nous mangeais. Les injures redoublèrent, pendant que le mort, étendu sur le dos, regardait, immobile, de ses grands yeux fixes, le ciel immense d'où tombait la nuit. Cette terre, tassée dans sa bouche, c'était le pain qu'il avait refusé. Et il ne mangerait plus que de ce pain-là, maintenant. Ça ne lui avait guère porté bonheur, d'affamer le pauvre monde. Mais les femmes avaient attiré de lui d'autres vengeances. Elles tournaient en le flairant, pareilles à des louves. Toutes cherchaient un outrage, une sauvagerie qui les soulageât. On entendit la voix aigre de la brûlée. Faut le couper comme un matou. Oui, oui. Au chat. Au chat. Il en a trop fait, le salaud. Déjà, la mouquette le déculottait, tirait le pantalon, tandis que la Levaque soulevait les jambes. Et la brûlée, de ses mains sèches de vieille, écarta les cuisses nues, empoigna cette virilité morte. Elle tenait tout, arrachant, dans un effort qui tendait sa maigre échine et faisait craquer ses grands bras. Les peaux molles résistaient, elle dut s'y reprendre, elle finit par emporter le lambeau, un paquet de chair velue et sanglante, qu'elle agita, avec un rire de triomphe, gelé.
Je l'ai. Des voix aiguës saluèrent d'imprécations l'abominable trophée. Ah. Bougre, tu n'empliras plus nos filles. Oui, c'est fini de te payer sur la bête, nous n'y passerons plus toutes, attendre le derrière pour avoir un pain. Tiens. Je te dois 6 francs, veux-tu prendre un acompte? Moi, je veux bien, si tu peux encore. Cette plaisanterie les secoua d'une gaieté terrible. Elles se montraient le lambeau sanglant, comme une bête mauvaise, dont chacune avait eu à souffrir, et qu'elles venaient d'écraser enfin, qu'elles voyaient là, inertes, en leur pouvoir. Elles crachaient dessus, elles avançaient leurs mâchoires, en répétant, dans un furieux éclat de mépris, « Il ne peut plus. Il ne peut plus. Ce n'est plus un homme qu'on va foutre dans la terre. Va donc pourrir, bon à rien. » La brûlée, alors, planta tout le paquet au bout de son bâton, et, le portant en l'air, le promenant ainsi qu'un drapeau, elle se lança sur la route, suivie de la débandade hurlante des femmes. Des gouttes de sang pleuvaient, cette chair lamentable pendait, comme un déchet de viande à l'étal d'un boucher. En haut, à la fenêtre, Madame Maigrat ne bougeait toujours pas, mais, sous la dernière lueur du couchant, les défauts brouillés des vitres déformaient sa face blanche, qui semblait rire. Battue, trahie à chaque heure, les épaules pliées du matin au soir sur un registre, peut-être riait-elle, quand la bande des femmes galopa, avec la bête mauvaise, la bête écrasée, au bout du bâton. Cette mutilation affreuse s'était accomplie dans une horreur glacée. Ni Étienne, ni Maheu, ni les autres, n'avaient eu le temps d'intervenir, ils restaient immobiles, devant ce galop de furie. Sur la porte de l'estaminet Tison, des têtes se montraient, Rasseneur blême de révolte, et Zacharie, et Philomène, stupéfiés d'avoir vu. Les 2 vieux, Bonnemort et Mouque, très graves, hochaient la tête. Seul, Jeanlin rigolait, poussait du coude Bébert, forçait Lydie à lever le nez. Mais les femmes revenaient déjà, tournant sur elles-mêmes, passant sous les fenêtres de la direction. Et, derrière les persiennes, ces dames et ces demoiselles allongeaient le cou. Elles n'avaient pu apercevoir la scène, cachée par le mur, elles distinguaient mal, dans la nuit devenue noire. Qu'ont-elles donc au bout de ce bâton, demanda Cécile, qui s'était enhardie jusqu'à regarder. Lucie et Jeanne déclarèrent que ce devait être une peau de lapin. Non, non, murmura Madame Hennebeau, ils auront pillé la charcuterie, on dirait un débris de porc. À ce moment, elle tressaillit et elle se tut. Madame Grégoire lui avait donné un coup de genou. Toutes 2 restèrent béantes. Ces demoiselles, très pâles, ne questionnaient plus, suivaient de leurs grands yeux cette vision rouge, au fond des ténèbres. Étienne de nouveau brandit la hache. Mais le malaise ne se dissipait pas, ce cadavre à présent barrait la route et protégeait la boutique. Beaucoup avaient reculé. C'était comme un assouvissement qui les apaisait tous. Maheu demeurait sombre, lorsqu'il entendit une voix lui dire à l'oreille de se sauver. Il se retourna, il reconnut Catherine, toujours dans son vieux paletot d'homme, noir, haletante. D'un geste, il la repoussa. Il ne voulait pas l'écouter, il menaçait de la battre. Alors, elle eut un geste de désespoir, elle hésita, puis courut vers Étienne. « Sauve-toi, voilà les gendarmes. » Lui aussi la chassait, l'injuriait, en sentant remonter à ses joues le sang des gifles qu'il avait reçues. Mais elle ne se rebutait pas, elle l'obligeait à jeter la hache, elle l'entraînait par les 2 bras, avec une force irrésistible. « Quand je te dis que voilà les gendarmes. Écoute-moi donc. C'est Chaval qui est allé les chercher et qui les amène, si tu veux savoir. Moi, ça m'a dégoûté, je suis venu. Sauve-toi, je ne veux pas qu'on te prenne. » Et Catherine l'emmena, à l'instant où un lourd galop ébranlait au loin le pavé. Tout de suite, un cri éclata, « Les gendarmes! Les gendarmes !» Ce fut une débâcle, un sauve-qui-peut s'y est perdu, qu'en 2 minutes la route se trouva libre, absolument nette, comme balayée par un ouragan. Le cadavre de Maigrat faisait seul une tache d'ombre sur la terre blanche. Devant l'estaminet Tison, il n'était resté que Rasseneur, qui, soulagé, la face ouverte, applaudissait à la facile victoire des sabres, tandis que, dans Montsou désert, éteint, dans le silence des façades closes, les bourgeois, la sueur à la peau, n'osant risquer un œil, claquaient des dents. La plaine se noyait sous l'épaisse nuit, il n'y avait plus que les hauts fourneaux et les fours à coque incendiés au fond du ciel tragique. Pesamment, le galop des gendarmes approchait, ils débouchèrent sans qu'on les distinguât, en une masse sombre. Et, derrière eux, confiés à leur garde, la voiture du pâtissier de Marchienne arrivait enfin, une carriole d'où sauta un marmiton, qui se mit d'un air tranquille à déballer les croûtes des vol-au-vent.